L'appel arrive comme un signalement ordinaire. Une femme signale que sa fille n'est pas rentrée à la maison. Aucune trace de panique dans sa voix, pas de cri, juste un fait, disparu. La scène se déroule dans le comté d'Ozark, Missouri, à la mi-juillet 2017. L'endroit est isolé, une zone agricole, quelques bâtiments, une grande parcelle de terre. La veille, les services d'urgence étaient déjà intervenus sur la même propriété. Les pompiers s'étaient déplacés pour un feu de broussailles près de la maison. Pour l'instant, aucun lien n'est établi entre ces deux événements. L'incendie a été éteint, les dégâts sont minimes, et la disparition est traitée comme un incident distinct. Rebecca Rudd donne une explication simple. Selon elle, un conflit a eu lieu la veille. L'adolescente aurait mis le feu à la propriété intentionnellement pour détourner l'attention, puis serait partie. Elle souligne que la jeune fille avait un comportement difficile, se disputait souvent et n'obéissait pas aux règles. C'est ce récit qui constitue la base du premier rapport de police. À ce moment-là, il n'y a pas d'autres sources d'informations. Les affaires ne sont pas vérifiées en détail, le terrain n'est pas inspecté minutieusement. L'affaire est classée comme une fugue. Pour la police, c'est une situation standard. Dans de tels cas, tout commence par la consignation des faits et la diffusion d'un avis de recherche. Pour l'instant, rien ne justifie des soupçons immédiats. Mais dès ce moment, il y a une nuance importante. L'ensemble du tableau repose exclusivement sur les déclarations d'une seule personne. Et pour comprendre à quel point ce tableau correspond à la réalité, les enquêteurs devront plus tard remonter le fil des événements. Dans les premiers documents du dossier, tout se résumait à 3 points: conflit, incendie, départ. Mais pour comprendre dans quelle mesure cela pouvait correspondre à la réalité, les enquêteurs ont dû revenir en arrière et examiner qui était Savannah avant son déménagement à la ferme. Avant cela, Savannah vivait dans le Minnesota, pas par intermittence ou entre deux, mais de façon permanente. C'était un environnement où on la connaissait depuis des années et où on la voyait dans sa vie de tous les jours et non à travers les récits d'autrui. Lorsque les enquêteurs demandent son dossier personnel, ils ne découvrent pas une histoire de scandale sans fin, mais un ensemble de documents typiques d'une personne avec certaines particularités, mais néanmoins intégrés dans une routine bien établie. Le dossier contient effectivement des notes médicales. Elles concernent la perception, l'attention, la réaction au stress et la capacité d'adaptation de la personne. Ces notes n'embellissent pas la situation et ne prétendent pas qu'il n'y a pas de difficulté. Cependant, elle n'indique pas un comportement généralement associé à des crises soudaines ou des disparitions subites. Il n'y a aucun épisode après lequel une personne coupe les ponts et disparaît. Il ressort des rapports et des évaluations que Savannah suivait des études, était suivie par des spécialistes et vivait selon un emploi du temps clair. Elle maintenait le contact avec son entourage. Elle n'était pas exclue de son environnement social. Pour les enquêteurs, c'est un point d'ancrage important, car de tels détails aident à comprendre à quoi s'attendre dans une situation de stress et ce qui semble atypique. Le témoignage de sa mère adoptive occupe une place particulière dans le dossier. Elle décrit en détail la période précédant le déménagement. Selon elle, l'idée d'aller chez sa mère biologique n'est pas venue du jour au lendemain et n'était pas une impulsion. Savannah en parlait à l'avance, plus d'une fois. Elle revenait sur le sujet, posait des questions, essayait de comprendre ce qui l'attendait. La mère adoptive souligne que cela ne ressemblait pas à une tentative de fuir sa vie actuelle, plutôt comme un désir de comprendre son passé et d'essayer de construire des relations qui n'avaient jamais existé. La décision a été discutée, elle n'a pas été cachée, elle n'a pas été accompagnée d'ultimatums ou de conflits retentissants. Ces paroles trouvent confirmation dans les traces numériques. Les enquêteurs examinent les comptes personnels de Savannah et ses publications des semaines précédant le déménagement. Il n'y a pas d'agressivité, pas de déclaration virulente, pas de sentiment que la personne se prépare à couper les ponts. Au contraire, dans ses publications, on perçoit de l'excitation et un espoir prudent que cette nouvelle étape puisse être différente. Elle écrit sur le voyage, sur le nouvel endroit, sur le fait qu'elle est anxieuse et en même temps impatiente de voir du changement. Ces écrits ne ressemblent pas à un adieu au passé. Ils ressemblent à la préparation d'une étape importante, franchie consciemment et non seule. Le déménagement lui-même n'est pas non plus spontané. Il est organisé,
avec ses affaires, avec un accord, avec des plans discutés. Savannah comprenait où elle allait et pourquoi. Un tel scénario cadre mal avec le portrait d'une personne qui, selon sa mère, est prête à tout moment à semer le chaos et à partir sans laisser de traces. À mesure que ces faits s'assemblent pour former un tableau d'ensemble, une première contradiction majeure apparaît. Avant la ferme, Savannah ne ressemble pas à une personne au bord de la crise de nerfs. Elle recherche le contact et la stabilité, même si ce n'est pas facile pour elle. Cela n'annule pas les difficultés, mais cela change le modèle de comportement attendu. C'est là qu'apparaît une rupture fondamentale. L'image de Savannah avant le déménagement et celle qui sera décrite plus tard par sa mère ne coïncident pas. Pour comprendre où et dans quelles conditions cette fracture s'est produite, il ne reste plus aux enquêteurs qu'à se tourner vers l'unique source d'information sur la vie à la ferme et à analyser attentivement ce qui s'est passé après le déménagement. La période qui suit s'avère être la plus opaque de toute l'histoire. Tout ce qui est arrivé à Savannah après son arrivée dans ce nouvel endroit ne peut, à ce stade, être reconstitué qu'à partir d'une seule source. Pas de voisins, pas de personnes qui auraient pu la voir quotidiennement, pas de confirmation indépendante. La seule description de ces journées reste les paroles de Rebecca Rudd, consignées lors de son entretien avec la police. Dans les dossiers de l'affaire, 2 dates se côtoient et seront plus tard examinées ensemble. Le 19 juillet 2017, les pompiers se rendent sur la propriété de Rudd dans le comté d'Ozark pour un feu de broussailles. Le 20 juillet 2017, Rebecca Rudd se présente au bureau du shérif pour signaler la disparition de Savannah. Le même jour, Rudd fait une déposition détaillée. Ce n'est pas un ensemble de phrases décousues ni un récit émotionnel. Elle expose calmement la séquence des événements en les organisant de manière chronologique. Ce récit est consigné dans les documents et devient le point de départ des premières actions de la police. Selon Rudd, après l'incendie, Savannah était dans un état psychologique difficile. Elle affirme que la jeune fille se sentait coupable de ce qui s'était passé et s'inquiétait des conséquences possibles. C'est ce qui, d'après ses dires, aurait poussé Savannah à prendre la décision de partir. Sans discussion, sans tenter d'expliquer quoi que ce soit. Les documents indiquent que le départ, tel que décrit par Rudd, a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 juillet. Elle affirme que Savannah a attendu que le calme revienne dans la maison et a fait ses bagages elle-même. Rudd souligne par ailleurs qu'il n'y a pas eu de conflit ce soir-là. L'atmosphère, selon elle, était restée calme. Ensuite, des détails apparaissent dans la déposition. Rudd énumère ce que Savannah aurait, selon elle, emporté. Un sac à dos est mentionné dans le dossier. Il contenait prétendument des vêtements, des effets personnels et une couverture que Rudd qualifie de préférée. Ce détail est mentionné à plusieurs reprises et présenté comme le signe d'un départ prémédité. Rudd décrit séparément le moment même du départ. Elle dit ne pas avoir entendu Savannah quitter la maison, ne pas avoir remarqué l'ouverture des portes, ne pas l'avoir vue sortir de la propriété. Le matin, selon elle, la maison était déjà vide. Elle ne signale aucun désordre et ne parle d'aucune trace de lutte. Le 20 juillet, Rudd remet à la police une liste écrite des objets qui, selon elle, ont disparu avec Savannah. La liste est rédigée rapidement et avec assurance. Elle est jointe au dossier sans modification et devient une partie de l'avis de recherche sur lequel les patrouilles travailleront les premiers jours. Du point de vue de la procédure, à ce stade, tout semble en ordre. Il y a une période de temps, il y a une explication du motif présumé, il y a une liste d'objets. Pas de déclaration d'intervention d'un tiers, pas d'indication de contrainte. Formellement, les éléments s'assemblent en un seul scénario. La déclaration est acceptée conformément à la procédure. L'information sur la disparition de Savannah Leckey est transmise aux unités de service du comté. L'avis de recherche utilise la description fournie par Rudd et la liste d'objets établie d'après ses dires. C'est sur la base de ces informations que l'orientation des recherches est définie. Après la consignation de ces dépositions, l'histoire cesse de se développer au niveau des paroles. Il ne reste plus que ce qui peut être reconstitué à partir des enregistrements, des déplacements et des traces
qui ne dépendent des explications de personne. Une fois la version de Rebecca Rudd officiellement consignée, la police n'a plus qu'un seul moyen d'avancer. La vérifier, non pas avec des mots, mais avec ce qui existe indépendamment de tout récit. L'activité téléphonique, les déplacements, les traces financières et toute empreinte numérique capable de montrer où se trouvait réellement Savannah et ce qui s'est passé après cette nuit-là. À partir de ce moment, l'histoire commence à être passée au crible des faits. L'une des premières étapes est la demande des données du téléphone de Savannah. La réponse de l'opérateur enregistre la dernière connexion dans le secteur de la ferme. Après cela, l'appareil n'apparaît plus sur le réseau. Pas de nouveaux appels, pas de messages, pas de reconnexion. La communication est coupée et ne reprend pas. Pour le scénario d'une fugue, cela crée une première tension car la trace numérique s'arrête net en un seul point. Ensuite, les données financières sont vérifiées. Les cartes bancaires de Savannah ne montrent aucune activité, ni le jour de la disparition, ni plus tard. Pas d'achat, pas de retrait d'espèces, pas de tentative d'utiliser le compte. Pour une personne qui quitte une zone isolée, c'est une contrainte majeure. Sans argent, tout déplacement laisse rapidement des traces, mais ici, il n'y en a aucune. En parallèle, l'activité numérique est étudiée. Les réseaux sociaux restent inchangés. Pas de connexion au compte, pas d'échange de messages, pas de signaux qui pourraient indiquer un contact avec le monde extérieur. Même les tentatives de rester anonymes laissent généralement des traces minimes. Ici, rien n'apparaît. L'attention se porte ensuite sur les routes. Le comté d'Ozark est une zone rurale, avec un nombre limité d'itinéraires. Il y a peu de caméras, mais tout ce qui est disponible est visionné. Les enregistrements des sorties de route, des carrefours, des rares points de surveillance sont vérifiés pour les créneaux horaires de la nuit et du matin suivant l'incendie. Aucune confirmation que Savannah ait quitté la zone à pied ou en autostop n'est trouvée. La police revient séparément à la liste d'objets fournis par Rudd. Elle est comparée avec ce qui se trouve réellement dans la maison. La vérification se fait sans précipitation, ce qui est confirmé est noté, ce qui ne correspond pas est mis de côté pour une réévaluation. À ce stade, personne ne tire de conclusion hâtive, mais les notes de travail deviennent de plus en plus volumineuses. Plusieurs jours passent et le tableau général ne s'élargit pas. La disparition a eu lieu dans une zone isolée. Après la dernière activité du téléphone, il n'y a pas une seule trace confirmée en dehors de la propriété. Les opérations financières sont inexistantes. Les caméras ne révèlent aucun itinéraire. Les patrouilles ne reçoivent aucune information des personnes qui sont généralement les premières à rencontrer ceux qui ont fugué. À ce moment, la version de la fugue cesse de reposer sur des faits. Elle continue d'exister formellement, mais explique de moins en moins bien ce qui se passe. Les pistes explorées ne donnent aucun résultat et ramènent toujours au même endroit. Cela pousse les enquêteurs à changer leurs priorités. Les vérifications externes sont presque épuisées. Pour avancer, il est nécessaire de se concentrer sur la ferme elle-même et sur ce qui s'y est passé. Ce changement de focus devient la suite logique de l'enquête et ouvre une phase où les réponses ne seront plus cherchées en dehors de la propriété. Fin juillet 2017, les enquêteurs du comté d'Ozark ont de moins en moins de pistes de recherche externes. Les routes ont été vérifiées, les traces numériques ont été vérifiées, les itinéraires possibles ont été vérifiés. Toutes ces pistes mènent encore et toujours au même endroit, à la ferme située dans la partie rurale du comté, loin des zones densément peuplées et des témoins accidentels. À ce moment, l'attention se concentre inévitablement sur les personnes qui se trouvaient en permanence sur la propriété. En premier lieu, sur Rebecca Rudd, dont la déclaration est à l'origine de toute l'affaire. Jusqu'à présent, elle était considérée comme la déclarante et la principale source d'information. Maintenant, son rôle change. Elle devient la personne à travers laquelle il faudra reconstituer tous les événements des dernières semaines. D'après ses informations personnelles, Rudd avait 39 ans à l'époque. Elle résidait sur une ferme d'environ 81 acres. Le territoire est isolé, avec un accès limité et un nombre minimal de voisins. De telles conditions signifient une chose:
Tout ce qui se passait sur la propriété se passait à l'abri des regards indiscrets. Rudd ne vivait pas seul à la ferme. Son concubin, Robert Pitt, se trouvait constamment avec elle. Sa présence sur la propriété est documentée avant et après la disparition de Savannah. Malgré cela, dans les premières dépositions, son rôle n'est pratiquement pas dévoilé. Il est mentionné en passant et ne figure pas comme un participant actif aux événements. Rudd n'avait pas d'emploi permanent. Son activité principale était l'élevage d'animaux et les travaux agricoles sur la propriété. Un tel mode de vie ne soulève pas de questions en soi, mais il signifie que Rudd et Pitt passaient la plupart de leur temps à la ferme. Les contacts avec le monde extérieur étaient rares et faciles à suivre. Les enquêteurs vérifient les bases de données disponibles. Aucun contact antérieur enregistré de Rudd avec les services sociaux n'est trouvé. Il n'y a pas non plus de signalement officiel concernant la tutelle ou de plainte de la part des voisins. Du point de vue des documents, sa biographie semble vierge et ne contient aucune note inquiétante. Cependant, c'est cette neutralité apparente qui commence à jouer un autre rôle. Tout ce que l'on sait de la vie à la ferme provient des 2 personnes qui y résidaient. Pas de témoins, pas de confirmation indépendante, pas d'observation extérieure. Toute reconstitution des événements repose exclusivement sur leurs paroles. À ce stade, les enquêteurs passent à la collecte d'informations contextuelles. L'emploi du temps, les habitudes, les déplacements, qui quittait la propriété et quand, qui avait accès au territoire. Cela ne ressemble pas à une pression ou à une accusation. C'est une tentative de comprendre dans quelle mesure la version déclarée correspond aux conditions de vie réelles à la ferme. En parallèle, on commence à analyser des détails qui n'avaient pas suscité d'intérêt auparavant. L'isolement de la propriété, la dépendance totale du tableau des événements aux paroles de 2 personnes, l'absence de traces externes en dehors de la ferme. Ensemble, ces facteurs commencent à former un cercle d'attention plus restreint. Début août 2017, il devient clair que la poursuite de l'enquête est impossible sans un travail approfondi sur la ferme elle-même et sur ceux qui contrôlaient ce qui se passait sur son territoire. Rebecca Rudd et Robert Pitt cessent d'être simplement un arrière-plan dans cette histoire. Ils deviennent des figures clés, à travers lesquelles il faudra reconstituer chaque jour et chaque action ayant précédé la disparition. Cette étape ne signifie pas de conclusion, elle signifie un changement d'échelle. Quand il n'y a pas de réponse en dehors de la propriété, l'enquête se tourne inévitablement vers l'intérieur. C'est à partir de ce moment que commence un travail qui ne se limite plus aux vérifications et aux demandes, mais qui exige une analyse attentive et séquentielle de ce qui s'est passé à la ferme, pas à pas. Lorsque l'enquête se concentre sur la ferme, l'attention des enquêteurs se déplace vers les détails de la vie quotidienne. Il est désormais important de comprendre dans quelles conditions Savannah vivait après son déménagement et quelles décisions étaient prises à son égard de manière régulière. La source d'informations clé devient le témoignage de Robert Pitt. Il a vécu sur la propriété pendant tout ce temps et se trouvait à proximité pendant la période précédant la disparition. Ses paroles sont consignées séparément et comparées à ce que Rebecca Rudd avait rapporté précédemment. De son témoignage, il ressort qu'après le déménagement, la vie habituelle de Savannah a été complètement réorganisée. Elle a cessé de fréquenter un établissement scolaire et a été mise à l'instruction à domicile. Cette décision avait un caractère permanent et a considérablement réduit tout contact extérieur. Pitt mentionne également le téléphone. Selon lui, l'appareil a été confisqué en guise de punition. La communication avec le monde extérieur a été limitée non pas temporairement, mais de façon permanente. Savannah n'avait aucune possibilité de contacter de manière autonome qui que ce soit en dehors de la ferme. Les enquêteurs notent également des informations sur le travail quotidien sur la propriété. Les soins aux animaux et les tâches ménagères occupaient une part importante de la journée. Ces obligations sont décrites non pas comme une aide, mais comme une règle établie à laquelle on ne pouvait pas se soustraire. Des restrictions alimentaires sont également mentionnées dans le témoignage. Elles sont expliquées par la discipline et les règles internes de la ferme. L'enquête consigne ces paroles sans porter de jugement, en les comparant avec d'autres éléments du dossier.
Ensemble, ces données brossent un tableau clair. La vie de Savannah à la ferme se déroulait dans des conditions d'isolement complet et de contrôle strict. Les études, la communication, l'emploi du temps et la vie quotidienne étaient régis par les adultes vivant sur la propriété. À ce stade, la disparition cesse de ressembler à un départ soudain. Elle commence à être considérée dans le contexte d'un environnement où les décisions autonomes étaient pratiquement impossibles. Cette conclusion amène l'enquête à l'étape suivante, une vérification plus approfondie du terrain de la ferme et des événements des derniers jours avant la disparition. À mesure que les recherches n'aboutissent à rien, les enquêteurs prêtent de plus en plus attention non pas aux preuves, mais au comportement de Rebecca Rudd. Non pas à ce qui est consigné dans les rapports, mais à ses actions pendant la période où Savannah est officiellement recherchée. Rudd publie activement des messages sur Facebook. Elle demande de l'aide, appelle à partager les informations, remercie pour les réactions. De l'extérieur, cela ressemble à une participation aux recherches. Les publications sont partagées, des commentaires apparaissent en dessous. Cependant, le contenu de ces publications semble contradictoire. Dans les mêmes messages où résonnent des appels à l'aide, Rudd accuse simultanément Savannah d'ingratitude et de caractère difficile. En fait, elle façonne publiquement l'image d'une personne qui est elle-même responsable de sa disparition. Ces formulations n'apparaissent pas une seule fois et ne ressemblent pas à une crise émotionnelle. En parallèle, des questions se posent sur ses actions en dehors des réseaux sociaux. Lorsque la possibilité de recherche à grande échelle avec des volontaires est discutée, Rudd refuse de donner accès à la propriété de la ferme. Elle invoque la propriété privée et ses craintes pour son exploitation. Formellement, c'est admissible et le refus est enregistré sans pression. Mais sur fond d'absence de toute trace en dehors de la propriété, cette décision commence à se démarquer. La ferme reste le point clé et son accès s'avère restreint. Dans le même temps, Rudd continue d'insister sur le contrôle du processus et de l'information. Ensemble, ces actions créent une tension. L'activité publique se combine avec des restrictions réelles. Les demandes d'aide vont de pair avec des tentatives de maintenir l'enquête dans un cadre convenable pour une seule personne. À ce moment, Rebecca Rudd cesse d'être perçue comme une simple déclarante. Son comportement devient un facteur influençant le cours des recherches. C'est précisément ce qui amène l'enquête à la nécessité d'agir de manière plus formelle et indépendamment de ses décisions, en passant à une étape où le contrôle de la situation sort progressivement du cadre des arrangements privés. Début août, l'enquête n'a plus aucun doute sur un point. Il est impossible d'avancer sans un accès direct à la ferme. Le comportement de Rebecca Rudd, l'absence de toute trace en dehors de la propriété et les témoignages sur la vie à la ferme constituent la base d'une démarche formelle. L'enquête obtient un mandat de perquisition. Le 4 août 2017, les agents du bureau du shérif du comté d'Ozark arrivent à la ferme. L'opération est préparée à l'avance. Le territoire est grand, isolé, avec plusieurs bâtiments et des zones ouvertes. Des dizaines d'officiers participent à la perquisition. Des équipes cynophiles sont mobilisées. Le travail commence tôt et se déroule selon un plan précis. D'abord, la maison est inspectée. Les pièces sont photographiées, les effets personnels sont décrits, l'attention est portée aux détails qui n'avaient pas été vérifiés auparavant. Ensuite, il passe aux dépendances agricoles, aux granges et aux enclos. Chaque section est inspectée séparément. Tout est documenté. La zone derrière la maison suscite un intérêt particulier. C'est là que se trouve l'endroit que Rudd avait précédemment appelé le site d'un incendie accidentel. Selon elle, c'est à cause de ce feu que les pompiers avaient été appelés à la ferme. Maintenant, cet endroit est examiné non plus comme un incident domestique, mais comme une source potentielle d'indices. Le foyer est inspecté avec une attention particulière. La terre est retirée par couches. Le travail est lent pour ne pas endommager d'éventuelles découvertes. Au cours de l'inspection, de petits fragments d'os et de dents sont découverts dans la fosse à incinérer les déchets. Après cela, le travail sur le site est interrompu.
Le lieu de la découverte est immédiatement sécurisé. Tous les fragments trouvés sont saisis, emballés et scellés. Les matériaux sont envoyés au laboratoire pour une expertise. La procédure se déroule sans commentaire à la presse et sans déclaration prématurée. Cette découverte change le statut de l'affaire. La disparition cesse d'être considérée comme une fugue. L'affaire est officiellement requalifiée en suspicion de meurtre. À partir de ce moment, l'enquête sort du cadre des recherches pour entrer dans la phase d'une procédure pénale. Désormais, les résultats des expertises et les actions des personnes qui contrôlaient le territoire où la découverte a été faite deviennent cruciaux. Ce sont eux qui détermineront la suite de l'enquête et conduiront les enquêteurs aux prochaines décisions. Après avoir reçu le rapport d'expertise, l'enquête suit de près les agissements de Rebecca Rudd et de Robert Pitt. Aucune déclaration publique n'est encore faite, mais le cercle des suspects potentiels est de fait limité. Tous les déplacements et démarches juridiques du couple sont enregistrés et analysés en interne. Au cours de cette période, une entrée du registre d'état civil du Missouri apparaît dans le dossier. Rebecca Rudd et Robert Pitt enregistrent officiellement leur mariage. La procédure se déroule sans publicité et dans des délais serrés. Les documents sont correctement remplis et sont immédiatement portés à la connaissance de l'enquête. Pour l'enquête, ce fait a une signification non pas personnelle, mais juridique. Selon les lois de l'État, les conjoints ont le droit de refuser de témoigner l'un contre l'autre. C'est une norme légale rarement utilisée dans les affaires pénales, mais qui, dans cette situation, limite considérablement les possibilités d'interrogatoire et de confrontation. Les enquêteurs comparent l'enregistrement du mariage avec les circonstances déjà établies. L'expertise confirme que les fragments retrouvés appartiennent à Savannah Leakey. Le territoire de la ferme est identifié comme le lieu clé. Le cercle des personnes y ayant un accès permanent est minimal, et dans ce contexte, une barrière juridique apparaît entre les deux principaux intéressés, rendant impossible l'obtention de témoignages mutuels. Presque simultanément, une autre action est enregistrée. Rudd et Pitt quittent l'État du Missouri. Le déplacement est confirmé par des données officielles. Ce n'est pas une tentative de disparaître sans laisser de traces, ni un départ clandestin, mais l'absence des deux complique toute procédure d'enquête nécessitant une présence personnelle. L'enquête examine ces démarches dans leur ensemble. D'abord, l'obtention d'une immunité juridique, puis le départ hors de la juridiction de l'État. Chacune de ces actions, prises isolément, n'est pas une violation de la loi. Cependant, ensemble, elles forment un modèle de comportement qui limite considérablement l'accès de l'enquête aux figures clés. Il est noté séparément qu'au moment de leur départ, ni Rudd ni Pitt ne tentent de coopérer à l'enquête. Les contacts avec les représentants des forces de l'ordre sont minimes et de nature formelle. Toutes les versions des événements précédemment énoncés restent sans confirmation supplémentaire. Sur la base des éléments déjà recueillis, du rapport d'expertise et de l'analyse des agissements du couple, l'enquête prend une décision procédurale. Le comportement de Rudd et Pitt est qualifié de tentative d'entrave à la justice. Compte tenu du contrôle sur le territoire de la ferme et du rôle de chacun, des mandats d'arrêt sont émis contre eux pour suspicion de meurtre et de dissimulation de preuves. Après cela, l'enquête ne se limite plus à la collecte d'informations. Des accusations spécifiques, des dates et des instructions apparaissent dans les documents. L'étape suivante concerne l'arrestation, les procédures inter-États et les premiers interrogatoires officiels qui détermineront l'évolution future de cette affaire. Après l'émission des mandats, Rebecca Rudd et Robert Pitt sont arrêtés séparément. Les premières heures se passent sans témoignage substantiel. Pitt répond de manière formelle et évite les détails. Sa position change lorsqu'il est informé des résultats de l'expertise et du statut actuel de l'affaire. Après cela, il accepte un interrogatoire complet. L'interrogatoire est mené officiellement et enregistré selon la procédure établie. Pitt parle avec retenue, sans jugement émotionnel. Il décrit la vie à la ferme après le déménagement de Savannah. Selon lui, le contrôle de la part de Rudd s'est intensifié progressivement. Au début, cela ressemblait à des règles strictes,
puis à une pression constante qui s'est transformée avec le temps en mesures ouvertement cruelles. Le rapport fait état d'épisodes spécifiques. Pete affirme que les punitions étaient de nature dégradante et n'avaient rien à voir avec la discipline ou l'éducation. Savannah était forcée d'effectuer des tâches lourdes et humiliantes sur l'exploitation, soumise à des jets d'eau froide. Puis on appliquait sur sa peau endommagée des substances provoquant une vive sensation de brûlure. Ces actes se répétaient et étaient devenus pour Rudd un moyen habituel de contrôle. Pete souligne que ce qui se passait n'était pas des éclats de colère isolés. Selon lui, tout avait un caractère systémique. Les restrictions, les humiliations et la pression physique étaient appliquées régulièrement. Il reconnaît qu'il n'a pas tenté de mettre fin à la situation ni de chercher de l'aide, expliquant cela par la peur et une dépendance totale à l'égard de Rudd sur les plans domestiques et financiers. Les enquêteurs demandent des précisions sur les conditions d'isolement. Pete confirme que Savannah n'avait pratiquement aucun contact avec le monde extérieur. Les communications étaient contrôlées. Les déplacements étaient limités au territoire de la ferme. Toute contestation était perçue comme un prétexte pour une nouvelle punition. Un mobile apparaît également dans le témoignage. Selon Pete, Rudd a rapidement cessé de percevoir Savannah comme un membre de la famille. La vie commune provoquait chez elle de l'irritation et de la colère. Les punitions ont cessé d'être un moyen de maintenir l'ordre pour devenir un exutoire à son agressivité accumulée. À un moment donné, affirmait-il, la situation est devenue totalement hors de contrôle. Le témoignage de Pete est comparé aux éléments déjà recueillis. Les données d'expertise, les conditions d'isolement, le comportement de Rudd après la disparition de Savannah et ses tentatives de limiter l'enquête s'inscrivent dans une séquence cohérente. Ces paroles expliquent pourquoi ce qui se passait à la ferme est resté longtemps caché et pourquoi des tentatives ont été faites par la suite pour effacer les traces. L'enquête établit le fait de mauvais traitements prolongés et cruels. C'est une conclusion fondée sur l'ensemble des témoignages et des preuves. Le mobile de la dissimulation devient évident. Il ne s'agit pas d'un épisode isolé, mais d'une tentative de cacher une longue période d'événements survenus à la ferme. Après l'interrogatoire de Pete, l'enquête passe à la vérification de ses dires et à la reconstitution de la chronologie exacte des derniers jours. C'est cette étape qui servira de base aux futures accusations et déterminera le rôle joué par chacun des participants à cette histoire. Début août 2017, Rebecca Rudd est amenée pour un interrogatoire à l'unité d'enquête du comté d'Ozark. À ce stade, les enquêteurs disposent déjà des résultats de l'expertise et des dépositions enregistrées de Robert Pete. L'entretien se concentre sur des épisodes, des dates et des actions spécifiques qui n'avaient pas encore été expliquées. L'interrogatoire est enregistré en vidéo. Dans les premières minutes, Rudd reste sur la réserve. Elle évoque la situation difficile à la ferme et les relations tendues avec Savannah, en évitant d'entrer dans les détails. Ses réponses restent vagues et ne s'écartent pas des versions qu'elle a déjà données. Après la présentation d'une partie des pièces du dossier, Rudd propose une nouvelle version des faits. Elle affirme avoir découvert Savannah sur le terrain de la ferme, déjà sans vie. Selon elle, elle a conclu à un suicide et avoir agi dans un état de stress intense. Cette version est consignée pour la première fois au cours de cet interrogatoire et n'apparaissait pas auparavant dans le dossier. Le procès-verbal consigne ses explications sur ses actions ultérieures. Rudd parle de sa peur du jugement public et des possibles contrôles des services sociaux. Elle affirme que c'est ce qui l'a poussée à tenter de se débarrasser des traces de l'incident afin d'éviter que l'attention ne se porte sur les conditions de vie à la ferme. Les enquêteurs demandent des précisions. Ils s'intéressent à l'heure exacte de la découverte, à la séquence des actions et aux divergences avec les faits déjà établis. Les réponses de Rudd s'avèrent incohérentes. Elle décrit les mêmes événements de différentes manières. Ces contradictions sont consignées dans le procès-verbal de l'interrogatoire. Cette nouvelle version est confrontée aux dépositions de Pete et aux résultats de l'expertise. Son récit des tortures prolongées et de l'isolement total de Savannah ne concorde pas avec l'affirmation d'un dénouement soudain et inattendu. La nature des fragments retrouvés ne confirme pas non plus le scénario présenté par Rudd. Son comportement après la disparition de Savannah est analysé séparément.
D'abord la version de la fugue, puis l'histoire d'un incendie accidentel et maintenant une explication liée à la panique et à la peur des inspections. Chaque nouvelle explication apparaît lorsque la version précédente ne correspond plus aux faits établis. À l'issue de l'interrogatoire, l'enquête conclut à la non-validité de la version du suicide. Elle n'est corroborée ni par les dépositions de Pete, ni par les rapports d'expertise, ni par la logique des événements. Une nouvelle contradiction est consignée au dossier. À ce stade, l'accusation part du principe que les événements survenus à la ferme n'étaient pas accidentels. L'ensemble des preuves indique des actes intentionnels suivis d'une dissimulation des faits. Les prochaines étapes de l'enquête viseront à consolider cette position et à préparer le dossier pour le procès. Après l'interrogatoire de Rebecca Rudd, l'équipe d'enquête n'utilise plus ces explications dans son travail. Toutes les versions données pendant l'entretien sont consignées dans le procès-verbal, mais les actions futures se fondent sans s'appuyer sur ces déclarations orales. La raison en est les contradictions révélées et les preuves déjà recueillies, qui ne cadrent pas avec les versions qu'elle a présentées. L'attention se porte sur les actions menées par Rudd avant les interrogatoires, et indépendamment de ceux-ci, les démarches qu'il est impossible de modifier ou d'ajuster rétrospectivement. Début août 2017, les appareils électroniques et les documents financiers saisis précédemment sont envoyés pour une expertise distincte. Les procédures sont lancées en parallèle avec l'émission de réquisitions officielles et la désignation d'experts. L'expertise numérique commence par la consignation des supports, de l'heure de la saisie et de l'état de la mémoire. Les experts en informatique légale reconstituent l'historique de l'activité de l'utilisateur. Les requêtes de recherche, la séquence des actions dans le navigateur et les données sauvegardées sont analysées. Le rapport fait état de recherches liées aux méthodes de destruction de traces biologiques et à l'utilisation de produits chimiques pour leur élimination. Les formulations sont spécifiques et pratiques. Les horodatages indiquent une période antérieure à la disparition de Savannah ainsi que les jours qui ont immédiatement suivi. Il est noté séparément que la recherche de telles informations a commencé à l'avance. Ces actions ne coïncident pas dans le temps avec les interrogatoires ou l'apparition des soupçons officiels. Les résultats de l'expertise sont formalisés dans un rapport distinct et joints au dossier sans aucun commentaire ni interprétation. Parallèlement, une vérification des opérations financières est effectuée. Les relevés bancaires et les versements des prestations de l'État sont analysés. L'enquête établit que l'allocation versée au nom de Savannah a continué d'être perçue après sa disparition. Les versements n'ont pas été interrompus et aucune notification de changement de situation n'a été envoyée. Les documents financiers attestent de la réception régulière de fonds au cours des semaines suivantes. L'argent a été utilisé normalement. Ce fait est consigné dans une note séparée et ajouté au dossier en tant qu'élément indépendant. Les données numériques et financières sont confrontées aux dépositions de Robert Pete et aux versions précédemment présentées par Rudd. La recherche d'informations sur les méthodes de dissimulation de traces, le maintien des allocations et le changement successif d'explications forment une chronologie cohérente des actions. Ces éléments sont corroborés par des sources indépendantes et ne se contredisent pas. Les rapports de l'expertise numérique et de la vérification financière constituent la base des preuves à charge. Ces éléments ne dépendent ni des aveux, ni des rétractations, ni des nouvelles versions. Ils documentent des actions concrètes, menées à des moments précis. Après l'ajout de ces documents au dossier, la version des décisions spontanées n'est plus utilisée dans les documents de travail. L'ensemble des données indique une planification et une dissimulation ultérieure des faits, ainsi qu'un mobile financier. À ce stade, la base de preuves est considérée comme établie, et les prochaines étapes de la procédure deviennent une question de formalisation plutôt que de recherche de faits. Après l'ajout des preuves numériques et financières au dossier, la situation de Robert Pete change. Le volume des preuves présentées par les enquêteurs rend sa ligne de conduite antérieure intenable. En présence de son avocat, il accepte de coopérer avec le bureau du procureur. Son statut dans l'affaire est précisé et ses dépositions sont enregistrées conformément à la procédure.
Pete livre un récit détaillé des événements qui se sont déroulés à la ferme. Ces dépositions sont consignées dans un procès-verbal et accompagnées d'un enregistrement audio. Il affirme que Rebecca Rudd a donné à Savannah une quantité excessive d'hydrocodone. Selon lui, l'état de Savannah s'est ensuite rapidement détérioré et elle a cessé de réagir à son environnement. Pete décrit ensuite ses propres actions. Il reconnaît avoir participé, sur ordre de Rudd, au déplacement des restes et à leur destruction sur le terrain. Ce processus, selon lui, a duré plusieurs jours. Il explique cela par la tentative de dissimuler les faits et de gagner du temps pendant que la version de la fugue était élaborée. Les dépositions de Pete contiennent des détails précis. Il indique les lieux sur la propriété, la séquence des actions et les intervalles de temps. Ces informations sont confrontées aux résultats de la perquisition, aux données d'expertise et aux traces numériques. Aucune divergence significative avec les faits déjà établis n'est révélée. Pete souligne séparément la répartition des rôles. Il affirme que les décisions clés étaient prises par Rudd et que sa participation se limitait à exécuter ses ordres. Ce point est noté par les enquêteurs et vérifié par rapport aux autres éléments du dossier. Les dépositions de Pete relient les éléments auparavant épars. Elles complètent les preuves numériques et financières et fournissent une description directe de ce qui s'est passé à la ferme. Les versions présentées par Rudd lors des interrogatoires ne sont plus utilisées dans l'enquête et ne figurent plus que dans les procès-verbaux. Sur la base de l'ensemble des preuves, le bureau du procureur finalise l'acte d'accusation. Le dossier conclut à des actes prémédités et à une dissimulation systématique des faits. L'étape suivante de cette histoire se déroulera sur le plan judiciaire. Une fois les interrogatoires terminés et toutes les dépositions clés obtenues, l'équipe d'enquête procède à la reconstitution de la séquence exacte des actions. Les explications des parties ne sont plus considérées comme la base de travail. Seuls les faits vérifiables, corroborés par des documents, des expertises et des sources indépendantes, sont retenus. Il est analysé séparément quelles données permettent de dater les événements. L'enquête s'appuie sur les dépositions de Robert Pete, les résultats des analyses toxicologiques, les traces numériques des appareils saisis et les enregistrements liés au déplacement sur la propriété. Ces sources sont comparées et vérifiées indépendamment sans se baser sur les versions apparues après les arrestations. Au cours de cette vérification, il est établi que l'événement décisif a eu lieu le 18 juillet 2017. Ce jour est considéré comme le point de non-retour après lequel la situation est devenue irréversible. Tout ce qui s'est passé ensuite appartient à une période distincte et s'étend sur plusieurs jours. La reconstitution est établie heure par heure. Il est établi qu'au cours de la journée, Rebecca Rudd administre à Savannah un médicament obtenu précédemment sur ordonnance. Les experts constatent un surdosage par rapport à la posologie autorisée. Les dépositions de Pete et les données médicales indiquent une détérioration rapide de l'état de Savannah. À ce moment-là, ni les médecins ni les services d'urgence ne sont contactés. Aucune aide extérieure n'est sollicitée. L'enquête examine ensuite en détail les actions entreprises après ce moment critique. D'après l'ensemble des preuves, il est établi que toute assistance à Savannah cesse. Quelque temps plus tard, elle est déplacée de la maison vers un endroit plus reculé de la propriété, utilisé auparavant pour brûler des ordures et des déchets organiques. Les événements qui se sont étendus sur plusieurs jours sont examinés dans une section distincte. L'enquête conclut que les tentatives de se débarrasser des traces n'étaient pas une réaction ponctuelle. Des produits accélérants ont été utilisés ainsi que ce qui se trouvait à portée de main. La répétition des actions et le choix du lieu indiquent la nature délibérée des faits. Le résultat de cette reconstitution est une division claire des étapes chronologiques. Le 18 juillet 2017 est considéré comme le jour de l'acte clé et tout ce qui a suivi est enregistré comme la période de dissimulation et de destruction des traces. Ce schéma est formalisé en une chronologie officielle et joint au dossier. Le tableau ainsi dressé ne présente ni lacune temporelle ni rupture logique. Chaque étape est confirmée soit par des dépositions, soit par des résultats d'expertise, soit par des données numériques. Sous cette forme,
La reconstitution est transmise au bureau du procureur et devient la base des décisions procédurales futures. Après la confirmation de l'acte d'accusation, le dossier est transmis au tribunal du comté d'Ozark, dans le Missouri. À ce stade, il n'y a plus de version contradictoire dans l'affaire. Le dossier de l'accusation rassemble les dépositions de Robert Pitt, les rapports d'expertise, les données numériques, les documents financiers et la chronologie des événements reconstitués jour par jour et heure par heure. C'est sous cette forme que l'affaire est examinée pour la première fois lors d'un procès public. Les audiences se déroulent normalement. Dans la salle d'audience, les procès-verbaux des interrogatoires, les conclusions des experts et les témoignages sous serment sont lus. Le tribunal examine méthodiquement la chaîne des actions en commençant par le jour clé et en terminant par la période des tentatives ultérieures de dissimulation. Chaque affirmation est confrontée aux documents et aux données techniques. Au fur et à mesure de l'examen du dossier, les positions des parties deviennent prévisibles. Les explications que Rebecca Rudd avait données auparavant sont comparées aux conclusions des expertises et aux dépositions de Pitt. Ces versions sont consignées au dossier, mais ne trouvent aucune confirmation. Les divergences entre ces paroles et les faits établis sont consignées dans les comptes rendus d'audience. Après consultation avec ses avocats, Rudd accepte un accord de plaider coupable. Elle reconnaît sa culpabilité pour meurtre et dissimulation de crime. Cette décision est officialisée au tribunal et acceptée par le juge, ce qui permet d'écarter l'application des peines plus sévères prévues par la loi de l'État. Le rôle de Robert Pitt est examiné séparément. Le tribunal tient compte de sa coopération avec l'enquête, de ses aveux concernant sa participation à la dissimulation et des dépositions qui ont servi de base à l'accusation. Ces actes sont qualifiés de complicité post-délictuelle, sans qu'il soit reconnu comme l'initiateur. À l'issue du procès, le verdict est rendu. Rebecca Rudd est condamnée à la réclusion à perpétuité et est envoyée dans un établissement pénitentiaire de l'État du Missouri pour purger sa peine. Robert Pitt écope d'4 4 ans de prison et est incarcéré dans une prison d'État pour dissimulation et complicité. Le verdict entérine toutes les conclusions tirées au cours du procès. La chronologie reconstituée par l'enquête devient la version officielle des faits, validée par la décision de justice. L'histoire, qui avait commencé par une déclaration de disparition, se termine par des peines précises, des établissements spécifiques et des décisions qui entrent en vigueur. Une fois le verdict entré en vigueur, l'affaire Savannah Leakey dépasse le cadre des procès-verbaux judiciaires. Elle continue d'exister dans les rapports des administrations et les déclarations publiques de ceux qui ont été liés à cette histoire. La mère adoptive de Savannah accorde plusieurs interviews aux médias régionaux. Elle parle de Savannah avant son déménagement à la ferme et ce portrait contraste vivement avec la version que Rebecca Rudd a présentée pendant des mois à la police et à son entourage. Pour les personnes qui connaissaient Savannah auparavant, l'histoire du suicide a toujours paru douteuse. Le bureau du shérif du comté d'Ozark publie une déclaration finale. Il y est souligné que de telles affaires commencent souvent par une déclaration formelle et restent longtemps hors de l'attention lorsque toutes les informations proviennent d'un seul adulte. Au sein du service, cette affaire est enregistrée comme un exemple de la vulnérabilité inhérente à de telles situations. La ferme où se sont déroulés les événements est vendue au cours de l'année suivante. Les bâtiments sont démantelés, le terrain change de propriétaire. Le lieu disparaît de la vie quotidienne du comté, mais subsiste dans les archives et les documents de l'enquête. Il a été établi par le tribunal que Rebecca Rudd contrôlait entièrement la vie de Savannah Leakey et dissimulait systématiquement ce qui se passait. Sa culpabilité est confirmée par un ensemble de preuves, les dépositions de Robert Pitt et ses aveux consignés dans le dossier judiciaire. Certains détails n'ont jamais été reconstitués avec une précision totale. Les dernières heures de la vie de Savannah ne sont connues que par des données indirectes et les dires du complice. Ces lacunes sont mentionnées dans le dossier. L'histoire de Savannah Leakey est juridiquement close, mais cette affaire est enregistrée comme un exemple de ce à quoi mène l'acceptation d'une version sans vérification des faits.